Pétrole, pétrole en bourse, les conséquences positives d'un marché en surplus. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast and Forex en cette semaine de réserve fédérale des États-Unis où tous les facteurs vont compter pour orienter la trajectoire à venir de la politique monétaire de la Fed ce mercredi 17 septembre. Je vous renvoie vers l'émission spéciale Top Gun que je vous ai proposée ce lundi sur ce sujet. Dans cette édition du Fast and Forex, je reviens sur le prix du pétrole. Il y a énormément de choses intéressantes à dire sur ce prix du pétrole qui, depuis 3 ans, suit une dynamique baissière en bourse. Alors, est-ce que cette dynamique baissière, d'ailleurs, de manière très étonnante, à contre-courant de toutes les tensions géopolitiques, et tensions c'est un euphémisme, mais je mets même des guillemets à gauche et à droite, bon, malgré tout, et malgré d'ailleurs aussi le souhait des collapsologues, vous savez, ceux qui souhaitent le baril à 300 $, bon, bref, le machin est 5 fois moins cher, bon. Pétrole, offre de pétrole excédentaire. Oui, c'est un marché excédentaire. Oui, le prix du pétrole, les perspectives du prix de l'or noir en bourse exercent une influence sur ce que va décider la Réserve fédérale des États-Unis, qui, vous le savez, fait face à un gros dilemme, la dégradation du marché du travail US et, bien sûr, une inflation résiliente à cause des tarifs douaniers. Donc, tout ce qui est bon à prendre est à prendre. Tout ce qui est bon à prendre, la Fed le prendra. Quant à savoir... Et là aussi, je vous renvoie vers le Top Gun de lundi. Non, le Top Gun d'il y a 2 semaines, où j'ai traité le sujet de l'inflation. Allez-y, vous n'avez pas été très nombreux à le voir. Allez au moins jeter un œil, parce que j'ai travaillé notamment toute cette partie de la durée de la normalisation de l'inflation. C'est-à-dire combien de temps faut-il pour que ces tarifs douaniers, qui sont une réalité, alors, sauf si la Cour suprême les fait sauter cet automne, c'est un autre sujet, mais c'est possible. Bon, peu probable quand même. Malgré tout, combien de temps faut-il pour envisager une normalisation de l'inflation, c'est-à-dire la durée après laquelle les tarifs douaniers sont pleinement intégrés par les entreprises dans les prix à la consommation, ou peut-être en érodant les marges des entreprises, et donc vient le moment où la trajectoire précédente, celle qui permettait de viser 2%, je parle du taux d'inflation, la cible de la Fed, reprend. Le pétrole, ce mercredi 17 septembre, sera partie intégrante de la réflexion des économistes de la Fed. Donc, alors, dans quelle amplitude? Quelle est la part? Justement, c'est tout ça dont nous allons parler. Donc, dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, on va faire plein de choses sur le pétrole. Première partie, oui, c'est un marché en surplus. Ça peut peut-être vous étonner, mais c'est un marché actuellement en surplus. Malgré le fait qu'une grande partie des zones de production de pétrole connaissent un conflit majeur, pas toutes les zones bien sûr, mais quand même une grande partie, je peux vous dire approximativement qu'environ 30 à 40% de la production mondiale de pétrole actuelle se situe sur des zones de conflit. Bon, malgré ça, le pétrole suit une tendance baissière depuis le printemps 2022. Donc je refais un gros point là-dessus parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'OPEP c'est 12 pays, c'est plus 13, c'est 12, plus les pays partenaires de l'OPEP, ont décidé d'une nouvelle augmentation de la production à partir d'octobre 2025. Nous ne sommes donc plus du tout dans cette période des quotas de l'OPEP. Alors, si, en fait, les quotas sont en place et ont été implémentés en 2022, 2023, 2024, mais depuis, période après période, il y a à nouveau une réaugmentation de la production. C'est quand même étonnant, dans un marché, dans une économie mondiale qui ralentit, donc ça montre à quel point il y a de l'offre disponible. En soi, c'est le titre de la vidéo, les conséquences positives d'un marché en surplus. Mais il faut bien aller chercher des lueurs prospectives d'espoir, il faut bien chercher la lumière au bout du tunnel pour un jour peut-être envisager que cette fameuse inflation qu'on aimerait revoir à 2%, depuis le temps que je fais des vidéos Top Gun, vous savez le nombre de fois que j'ai traité ce sujet où parfois on n'est pas passé loin et puis ça rebondit, et là avec les tarifs douaniers, eh bien, écoutez, on ne l'aura pas cette année, sauf ralentissement exceptionnel de la consommation et donc des prix. C'est quand même peu probable. Bon. Donc, je refais un gros point sur l'offre de pétrole. Qui produit quoi? Dans quelle amplitude? Qui domine qui? Les perspectives, ça va être intéressant. C'est le plan fondamental. Deuxième partie, on se fait le point technique. Le pétrole en bourse sur le plan de l'analyse technique.
les choses peuvent bouger ce mercredi avec la Fed. Je vais vous donner dans cette vidéo les seuils qui comptent. Et avec la Fed, vous savez, si la Fed apporte du soutien monétaire, les prix peuvent bien réagir. Alors, ça dépend. Ça dépend car si ce soutien monétaire est apporté parce qu'elle mentionne un fort ralentissement économique et une augmentation du chômage, dans un premier temps, le pétrole peut être sous pression. Donc nous allons parler de tout ça. Troisième partie, c'est passionnant ce qui se passe. Les investisseurs institutionnels shortent massivement le pétrole depuis plusieurs semaines. La position nette institutionnelle fait un nouveau plus bas pluriannuel. Et ça, c'est agressif. Alors, qu'est-ce que joue-t-il? La Fed, l'après-Fed, le fait que l'OPEP réaugmente sa production, en tout cas, je vais vous montrer les datas, elles sont à jour, c'est tout chaud. La position nette institutionnelle, c'est-à-dire la différence entre les achats et les ventes par les investisseurs institutionnels de contrats à terme pétrole, fait un nouveau plus bas pluriannuel. C'est agressif de shorter à ce point le prix du pétrole. Alors, peut-être justement que ça arrive sur un plancher. En tout cas, c'est intéressant ce qui se passe du côté institutionnel. Quatrième partie, et oui, les conséquences positives, il y en a. Et effectivement, nous avons en Occident tous intérêt à ce que le prix du pétrole reste, grosso modo, si je prends le pétrole brut américain, autour des 65, 70, 75 dollars. Pourquoi? Parce que cela participe à la désinflation nominale. Cela contribue à peut-être équilibrer une partie des tarifs douaniers et permettre, une fois la normalisation liée aux tarifs douaniers passée, eh bien, la reprise de la trajectoire de la baisse du taux d'inflation vers 2%. Mais dans quelle mesure? Quelle est la part? Je refais le point là-dessus. Et puis, d'autres éléments intéressants qui me semblent, que j'ai envie de vous partager parce que beaucoup parlent de récession économique à l'échelle mondiale et sanctionnent le prix du pétrole comme étant le baromètre mettant en avant cette augmentation de la probabilité d'une récession. Vous allez voir qu'en fait, absolument pas. Absolument pas. Perspectives de croissance économique sont là. Effectivement, nous sommes plutôt en zone de neutralité en termes d'indicateurs avancés dans le secteur industriel, mais très loin d'une situation de récession. Vous avez compris, dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, on fait un point global, macro-technique sur le prix du pétrole. Prix du pétrole en bourse, les conséquences positives d'un marché en surplus. Chers amis, c'est parti, nouvelle édition du Fast and Forex. Je déclare la session ouverte. Je vous laisse regarder. Ensuite, le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction. Il s'affiche ici à nouveau, donc on fait 5 quand même grosses parties. C'est important de reposer les choses. Déjà, je vous pose une question. Pouvez-vous me donner, je commence par des devinettes. Pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, le premier producteur, le pays premier producteur mondial de pétrole? Vous avez dit quoi? Vous avez dit la Russie, non? Ah, vous avez dit l'Arabie Saoudite non plus. Oui, vous avez raison, les États-Unis, tout à fait. Avez-vous une idée de ce que représente la production mondiale de pétrole? Ça va permettre de bien évoluer dans la présentation. Retenez grosso modo 100 à 105 millions de barils jour. C'est la production mondiale de pétrole. Combien de pays font partie de l'OPEP? Non, pas 15, pas 9. Oui, bien trouvé, bien trouvé. Vous, au second rang, 12. Il y en avait 13 à la base. Je ne sais plus d'ailleurs quel pays qui est parti, mais ils sont 12 maintenant. Et 12, ils sont associés à d'autres. La Russie ne fait pas partie de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Mais l'OPEP a des pays dits associés. On parle de l'OPEP+. Et donc, l'OPEP+, c'est grosso modo 35 millions de barils jour. Donc, si on part du principe que la production mondiale de pétrole est à 100 millions de barils jour, les États-Unis, eux, sont à 22 millions de barils jour. On peut dire 22% de la production mondiale de pétrole. L'OPEP+, c'est essentiellement la Russie. On lui ajoute la Russie. 35 millions de barils. La Russie est à 9 millions de barils jour. Vous voyez, donc, ça donne des ordres de grandeur. États-Unis, 22. Russie, Arabie Saoudite, c'est autour de 9 millions, 10 millions de barils jour. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est un marché en fait qui est en surplus. Sur le plan technique, c'est une tendance baissière depuis 2022, mais les choses peuvent changer avec la Fed ce 17 septembre. Depuis plusieurs semaines, les investisseurs institutionnels ont massivement shorté. Vous allez voir, hein, c'est notable. Et donc, qu'anticipe-t-il? Que
il se prépare quelque chose. Bon, l'aspect géopolitique, bien sûr, en cette semaine de Fed, c'est très important de pouvoir avoir quelques facteurs qui permettent de passer une baisse de taux, si bien sûr la Fed passe une baisse de taux de manière plus sereine, des facteurs qui participent à la désinflation. Et nous parlerons aussi du lien entre pétrole et activité économique, et là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter au stade actuel. Alors, tout d'abord, première partie, je vous ai mis ici un certain nombre d'informations, je me réduis. Effectivement, la production mondiale de pétrole est en train d'évoluer, avec notamment donc la reprise de l'augmentation de la production des pays membres de l'OPEP. Je vous montre ici d'ailleurs d'abord quelques données qui me viennent du dernier rapport mensuel de l'OPEP. Donc grosso modo, la production mondiale de pétrole est à 100 millions de barils jour, c'est peut-être 105, peu importe, on s'en fiche. Les États-Unis, vous voyez, sont à 22 millions de barils jour. Alors après, la Chine, par exemple, n'est qu'à 4 millions de barils jour. Et l'OPEP, elle, représente 27 millions de barils jour. Je vais vous montrer ici la production de l'OPEP. Donc les pays de l'OPEP sont 12. Algérie, Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Iran, Irak, Koweït, Libye, Nigeria, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Venezuela. Et puis vous avez ici les pays associés à l'OPEP. Donc lorsque vous faites l'addition de l'OPEP plus des pays associés à l'OPEP, vous arrivez grosso modo à 42 millions de barils jour, 42% de la production mondiale de pétrole. Mais si on tient compte uniquement des 12 pays membres de l'OPEP, c'est 27 millions de barils jour, donc ce n'est que, entre guillemets, 27% de la production mondiale de pétrole. C'est quand même important, c'est pas la moitié. Les États-Unis sont à 22 millions, si vous voulez. Les États-Unis, c'est grosso modo, c'est quasiment presque la totalité des pays de l'OPEP. L'Arabie Saoudite est en train de revenir à 10 millions de barils jour. C'est moins de la moitié de la production américaine. Idem la Russie. Notez d'ailleurs que Arabie Saoudite et Russie produisent à peu près la même chose. Ce sont les toutes dernières données, autour des 9 millions et demi de barils jour. Donc c'est un marché en surplus. Pourquoi? Parce que tous ces gros producteurs, qu'il s'agisse des États-Unis, qu'il s'agisse des pays membres de l'OPEP, sont en train d'augmenter significativement leur production. Me direz-vous, mais pourquoi ils sont bêtes? Pourquoi augmentent-ils leur production? Pourquoi créent-ils un excès d'offres? Ça fait baisser le prix du pétrole, et donc, in fine, ils ont moins de revenus. Oui, mais l'OPEP, je vous montre, l'OPEP, pour soutenir le prix du pétrole, depuis 2022, l'OPEP a passé un grand nombre de réductions de production, les quotas de production, les OPEC cuts, il y en a eu un certain nombre. En 2022, et des réductions de production qui ont été augmentées en 2023 et en 2024, dans l'objectif de soutenir le prix du pétrole. Et est arrivé un moment où finalement, la réduction de la production des pays de l'OPEP a fait qu'ils ont perdu des parts de marché. L'Arabie Saoudite a tapé du poing sur la table en début d'année 2025 pour récupérer des parts de marché, et cette fois-ci, c'est plus ou moins du chacun pour soi. Alors, du chacun pour soi, oui et non. Il y a quand même de fortes dissensions entre les pays membres de l'OPEP, entre ces 12 pays, avec notamment un certain nombre de pays qui ne jouaient pas le jeu des quotas de production. L'Arabie Saoudite en a eu marre, et elle est repassée de 8 millions de barils jour à quasiment bientôt 10 millions de barils jour, donc elle reprend les choses en main. Tout ça pour dire que depuis le mois d'avril 2025, vous avez une succession d'augmentations de la production de pétrole des pays membres de l'OPEP, et que tout récemment, et c'est pourquoi j'ai voulu refaire une vidéo sur le sujet, c'est aussi important parce que ça compte dans la réflexion des économistes de la Fed, car oui, c'est pas Jérôme Powell ni les membres du FOMC qui réfléchissent vraiment au fond du problème. La Fed, vous le savez, embauche 300 économistes, et c'est eux qui font des rapports et qui permettent aux membres du FOMC de prendre une décision de politique monétaire rationnelle. Dans tous les cas, à partir du mois d'octobre 2025, il y a une nouvelle augmentation de la production de pétrole des pays de l'OPEP, de 100 000 barils jour en plus. Bon, c'est pas non plus énorme, mais lorsque vous additionnez les augmentations de production de cette année, vous voyez, donc ça commence à représenter quelque chose d'important. Donc il y a un marché en excédent, et lorsque vous interrogez, alors effectivement, c'est vrai qu'on sait que l'Arabie Saoudite, elle, son prix, le prix que l'Arabie Saoudite souhaite, c'est en gros 80 $. L'Arabie Saoudite a souvent dit, et même les pays de l'OPEP, que le prix minimum acceptable, c'était 80 $. C'est pour cette raison qu'un certain nombre de réductions de production ont été passées entre 2022 et 2024. Mais voilà, ça a permis de soutenir le prix, mais les parts de marché ont diminué. Donc là, finalement, eh bien, l'Arabie Saoudite préfère
et un certain nombre de pays membres de l'OPEP, réaugmenter leur production, quitte à maintenir le prix dans cette zone, donc assez en retrait des 80 $, qui est le prix jugé, en tout cas à l'époque minimum acceptable, mais de reprendre des parts de marché, donc de faire davantage de volume. Donc ce marché est en excédent, non seulement parce que l'OPEP réaugmente sa production de pétrole, et ça représente donc 27% de la production mondiale de pétrole, mais aussi parce que la production de pétrole des États-Unis est sur un record historique et ne cesse d'augmenter. Oui, la production de pétrole américaine ne cesse d'augmenter. 21 millions de barils jour, 22 millions de barils jour en 2025, probablement 23 millions de barils jour en 2026. Alors c'est décevant, nous sommes loin de l'objectif de Donald Trump qui veut 28 millions de barils jour. Vous savez, drill baby drill, forage à outrance, pétrole de schiste. Bon, alors la production de pétrole augmente, mais elle augmente nettement moins que prévu en termes de rapidité. Mais malgré tout, elle augmente. Et c'est pas le seul, il y a énormément d'autres pays qui actuellement continuent d'augmenter leur production, avec une forte augmentation de la production notamment au Brésil, en Argentine, au Canada et donc aux États-Unis. Et au final, donc, lorsque vous faites l'addition de tout ça, lorsque vous ajoutez la fin des quotas de production de l'OPEP, donc, enfin la fin des quotas de production n'est pas encore revenue au niveau d'avant, parce que regardez, les quotas de production, c'était 2 millions de barils jour en moins, 1 million de barils jour en moins. Là, vous voyez que les augmentations de production de l'OPEP sont quand même plus lentes. Hein. C'est pas plus 1 million, plus 1 million, mais tout de même. Donc on a une réaugmentation de la production de l'OPEP. Vous avez les États-Unis, premier producteur mondial, qui produisent chaque année un peu plus, et puis d'autres pays majeurs, le Brésil, l'Argentine, le Canada, et même d'autres, dont la production augmente. Tout ça crée donc un excès d'offres de pétrole, dont la première conséquence sur le pétrole en bourse est d'entretenir la tendance baissière qui a démarré à peu de choses près quelques mois, 2-3 mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le pétrole est quand même passé de 130 $ le baril, il est tombé jusqu'à 55 $ le baril lorsqu'il y a eu les annonces des tarifs douaniers au printemps dernier, et là, grosso modo, vous voyez qu'on se maintient dans un trend de baissier, et que le marché reste baissier, j'y viens après sur le plan technique, hein, mais sur les 75-80 $. Donc ça c'est la première chose, un marché qui est en surplus. Maintenant, sur le plan technique, effectivement, le marché se maintient sous une résistance majeure. Sur le plan chartiste, le plan des vagues d'Elliott, le plan de l'Ishimoku, nous allons regarder donc les seuils qui comptent, mais qu'il s'agisse du pétrole brut US WTI ou du pétrole Brent, donc dit de la mer du Nord, effectivement, le marché se maintient sous résistance. Donc là, ça va être très important ce mercredi 17 septembre, puisque bien sûr que la Fed, à la fois la décision de politique monétaire de la Fed et en même temps ses anticipations en matière de croissance, d'emploi et d'inflation, vont impacter directement le prix du pétrole. Il y a un niveau technique que vous devez parfaitement connaître sur le pétrole brut américain. Vous avez sous les yeux ici le contrat futur. C'est le niveau des 65 $. Pourquoi ? Regardez bien. Ce niveau des 65 $ ici est en bleu. Il s'agissait précisément du point haut qui a précédé le choc boursier à l'époque de la crise sanitaire. Vous rappelez-vous qu'on a eu du pétrole négatif. Enfin, sur les contrats à terme, sur le contrat d'avril 2020, il y a eu du pétrole négatif. Quand tous les supertankers étaient à l'arrêt, forcément ils étaient au large des grands ports, à l'arrêt, remplis de pétrole, voilà, tout ça n'a pas été consommé, dans l'immédiat en tout cas. Donc les échéances concernées ont vu du pétrole négatif. Et donc ce niveau des 65 $ était le point de départ de ce choc lorsque, en janvier 2020, c'était surtout l'explosion du Covid en Chine. C'est arrivé en Europe à partir de fin février, début mars 2020. Et donc ce seuil, le marché s'en souvient, et vous constatez qu'il a été soutien pendant ici 2021, 2022, 2024. Il a soutenu les cours, et là nous sommes passés en dessous en avril dernier lorsqu'il y a eu l'annonce des tarifs douaniers, et on se maintient plus ou moins en dessous. Alors, vous avez en fait une sorte de trend de baissier, il y a plusieurs façons de le représenter, mais sur le plan chartiste, vous avez ici cette ligne de tendance baissière qui couvre les cours. Elle existe aussi ici sur le Brent. Et puis, lorsque vous y ajoutez, vous pouvez aussi y ajouter les enseignements du système Ishimoku. Et là, c'est assez propre. Sur le système Ishimoku, vous pouvez utiliser le Kumo. Effectivement, on voit bien que le nuage du système Ishimoku fait résistance. Donc, au stade actuel, le prix du pétrole reste dans une dynamique baissière en bourse. Sur le plan technique, tant qu'il se maintient
sous cette combinaison de facteurs techniques qui est l'association de cette ligne de tendance et du nuage du système Ishimoku qui dit très bien la tendance, que ce soit dans les phases haussières ou les phases baissières. D'accord? Donc grosso modo, toute la zone des 65-75 dollars qui, pour le moment, donc, agit comme une chape de plomb sur le plan technique, sur le plan du pétrole. Ce qui va être très intéressant cette semaine, avec la Fed, c'est de voir si le pétrole aura la capacité de faire sauter cette chape de plomb, si vraiment la Fed apporte des éléments qui laissent envisager de rebooster l'économie, donc une trajectoire monétaire, ou au contraire, est-ce qu'avec la Fed, le pétrole va plutôt enfoncer le clou. Le seuil technique majeur, le pivot, c'est 65 dollars, mais vous avez bien compris que c'est une grosse zone en fait, des 65, 75 dollars. Donc ça c'est intéressant. Et d'ailleurs, je reviens moi sur ce que je vous propose depuis maintenant plusieurs mois, sur l'aspect plutôt héliotiste, où nous avons donc une structure sur le prix du pétrole en zigzag, en ABC, avec une target qui a été approchée, donc target assez usuel pour une vague C, qui consiste en une vague C qui représente 0,618 de l'amplitude de la vague A au sommet de la vague B, qui se situait donc à 53,5 dollars. Le marché l'a pas tout à fait fait, il a fait 55 dollars. Ça reste une cible envisageable, et ce, tant que le pétrole se maintient là-dessous. Donc que se passe-t-il si le pétrole devait reprendre avec la Fed les 65 dollars? Imaginons cette semaine un pétrole qui redépasse les 65 dollars. Je pense qu'on reviendrait tester cette trendline, qu'on la passerait et qu'on reviendrait chercher les 80 dollars, qui est le prix jugé minimum acceptable par, en partie, entre autres, l'Arabie Saoudite, mais en fait, plus globalement, par les pays membres de l'OPEP. Mais pour le moment, en tout cas en ce début de semaine, il n'y a pas, bien sûr la clôture hebdomadaire va compter, de signal positif technique là sur le prix du pétrole. Alors là c'est intéressant, très intéressant même, que font les investisseurs institutionnels? Vous savez, souvent, moi je suis un peu les communications des décideurs, et souvent lorsque vous regardez ce que disent les ministres de l'énergie des pays membres de l'OPEP, et en particulier le ministre de l'énergie de l'Arabie Saoudite, ils s'en prennent aux investisseurs institutionnels qui ont le pouvoir d'agir sur le prix du pétrole en bourse à travers leur investissement, leur exposition aux contrats à terme, contrats futurs et contrats d'options. Eh bien, j'ai à ma disposition le tout dernier rapport, le tout dernier rapport Commitment of Traders de la CFTC. Vous avez sous les yeux la façon dont se comportent les institutionnels sur le contrat futur WTI pétrole. La ligne jaune représente la différence entre les achats et les ventes. Eh bien, la position nette institutionnelle fait un nouveau plus bas de quasiment 15 ans. Donc là, ça me paraissait vraiment important de vous montrer ça. Les données datent de la semaine dernière. Vous avez donc ici un nouveau plus bas avec des positions à l'achat. Regardez, l'histogramme en bleu, ce sont les positions à l'achat, en train d'être significativement réduites. Et là, vous aviez en fait, regardez, vous aviez un gros support sur la position nette institutionnelle, ça a été cassé. Donc là, alors parfois, attention, les spéculateurs institutionnels se font parfois piéger. Mais là, ils ont choisi de jouer le scénario baissier. Ils ont choisi de jouer le scénario baissier. C'est une cassure de support importante. Donc, à la fois, bien sûr, le surplus de la production, mais peut-être aussi le ralentissement économique. Et peut-être que là, les spéculateurs institutionnels sanctionnent le fait que la Fed aurait agi trop tard pour soutenir l'emploi et la croissance. Dans tous les cas, nous serons fixés cette semaine. Est-ce que les investisseurs institutionnels vont se faire piéger ou pas? En tout cas, d'un point de vue technique, sous les 65-75 dollars, ça reste baissier. Et là, les investisseurs institutionnels font un choix agressif de considérer que le prix du pétrole pourrait s'enfoncer davantage en bourse. Alors, on verra bien, ça peut être un excès de position short et là, ils peuvent renverser la vapeur, mais c'est pas anodin que la position nette institutionnelle est cassée. Vous voyez, ce support, si je relis à chaque fois ici les points, on est passé en dessous. C'est un fait notable en amont
de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, bien sûr, sans les tensions géopolitiques, il ne fait aucun doute, il ne fait strictement aucun doute que sans les tensions géopolitiques, eu égard à cette offre excédentaire, il ne fait aucun doute que le prix du pétrole serait davantage à 55 dollars sans les tensions géopolitiques qui sont, oui, le facteur de soutien des prix, en effet, sur les derniers mois. Alors, nous sommes une semaine de décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Les économistes de la Fed et les membres votants du FOMC vont chercher à trouver ce qu'il y a de plus positif, ou en tout cas, l'emploi nécessite de baisser les taux, l'inflation pas vraiment. L'inflation est au mieux neutre, à cause des tarifs douaniers. L'idée, c'est de se dire que ce prix du pétrole qui est en tendance baissière, pour l'instant est sous résistance, et je vous ai montré ce que font les institutionnels, en tout cas ce qu'ils ont fait ces dernières semaines. Est-ce que ça peut aider les économistes de la Fed à prendre une décision? Oui et non. Oui, parce que le pétrole contribue de manière directe et indirecte à l'inflation, nominale en particulier. Et effectivement, lorsque vous regardez la contribution du pétrole à l'inflation, oui, parce que vous avez actuellement, je vais chercher donc dans le CPI, la contribution du prix du pétrole à l'inflation, elle est négative. Donc c'est intéressant, cette contribution est négative, et qu'effectivement, ça fait partie des points que les économistes de la Fed peuvent mettre en avant pour dire, voilà, donc on peut baisser. Il y a de quoi équilibrer une partie des tarifs douaniers. Non, par contre, parce que lorsque vous faites l'addition du poids direct et indirect du prix du pétrole dans le calcul de l'inflation, cela vous donne au mieux du 11%. Donc, au mieux du 11% de contribution. Pas 11% en moins, mais le poids maximal, c'est du 11%. Alors on voit que ce n'est pas suffisant pour équilibrer l'impact des tarifs douaniers, mais c'est toujours un élément qui peut venir compenser en partie, et donc effectivement oui, c'est quelque chose que peut regarder la Fed dans sa décision de politique monétaire ce mercredi 17 septembre. Mais il ne faut pas surestimer le poids du pétrole. Vraiment, l'addition du poids direct et indirect, vous êtes à maximum, grand maximum 11%. Alors, malgré tout, la tendance du prix du pétrole qu'on observe depuis maintenant 3 ans, et malgré le surplus de production, ce n'est pas un signe de récession économique. Mais de la même façon, ce qu'on observe actuellement sur le marché du travail américain n'est pas un signe de récession économique. Ça va être très intéressant de voir comment la Fed se positionne ce mercredi 17 septembre. Vous savez que ce soir, elle met à jour. Ce soir, pour ceux qui regardent la vidéo mercredi, et si vous regardez la vidéo jeudi et vendredi, du coup, vous avez déjà les infos, la Fed met à jour ce qu'elle anticipe en matière de croissance économique et d'emploi. Lorsque vous raisonnez au niveau mondial, et je vous présente pour ça les Global PMI, donc Purchasing Manager Index, vraiment global, à l'échelle du monde, vous voyez qu'en fait, on est plutôt actuellement en phase d'accélération sur le plan composite et sur le plan des services, et qu'en réalité, l'activité manufacturière est ni vraiment en phase d'expansion, ni en phase de contraction. Nous sommes plutôt en fait sur une activité manufacturière mondiale qui est en phase d'attente, en partie d'ailleurs à cause de l'application des tarifs douaniers, et nous ne sommes pas du tout dans une situation récessive. Donc ce n'est pas le message que dévoile actuellement le prix du pétrole. Et lorsque vous regardez les perspectives de croissance économique d'économies qui deviennent gigantesques, c'est déjà le cas pour la Chine et l'Inde devient gigantesque, nous sommes quand même sur des taux de croissance anticipés qui restent tout à fait solides. Voilà, chers amis, bien écoutez, je voulais vous refaire un topo sur le prix du pétrole, parce que c'est important, parce que c'est partie de ce que je couvre dans le Fast and Forex, et puis ça peut être un élément de décision ce soir par les membres du FOMC. Voilà. J'espère que vous avez appris quelques éléments intéressants. Et puis, quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une excellente suite de semaine.